Madame, monsieur, bonjour. Traditionnellement, la religion bouddhiste est considérée comme une science de l'esprit et une science contemplative. Lorsque l'on parle de science en Occident, nous avons l'habitude de parler d'expériences reproductibles et quantifiables. Dans le bouddhisme, on parle également d'expériences reproductibles et vérifiables, mais les résultats expérimentaux se jaugent ici à la transformation de l'être auquel ils conduisent, et les critères qui valident ces expériences sont bien sûr différents des critères de la science moderne. Pour parler de ce thème, nous avons invité aujourd'hui Mathieu Ricard, qui a analysé cette science de l'esprit à la fois en tant que scientifique, puisqu'il possède en effet un doctorat d'État en biologie, et à la fois en tant que moine bouddhiste, puisqu'il est moine depuis 1979. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des spécialistes mondiaux du bouddhisme et l'un des rares Français qui soit capable d'être l'interprète du Dalai Lama à la fois en français, en anglais et en tibétain. Bon, ben, écoutez, après tout ça... Ben oui, c'est la réalité. Alors, on parle de science contemplative. Est-ce qu'on peut définir l'esprit? C'est assez difficile et précisément une des raisons pour laquelle, si vous voulez, on a du mal, et on a eu du mal à admettre qu'il pouvait y avoir une science subjective, c'est-à-dire l'esprit se regardant lui-même, c'est que généralement, on regarde très peu l'esprit. En fait, il y a une roue de pensée qui tourne sans arrêt du matin au soir, mais on pourrait presque dire qu'on n'en est jamais conscient. Donc la première étape, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce que fait ce fameux esprit. Est-il là tout d'abord? Alors est-il là? Alors il faut donc tourner un peu le regard vers l'intérieur, pas seulement mesurer ses effets dans notre comportement ou dans des transformations neurophysiologiques ou faire une image, comme on en fait maintenant, virtuelle des fonctionnements du cerveau afin de localiser des émotions dans différentes parties des hémisphères cérébraux, ce qui est absolument passionnant. Mais malgré tout, le point ultime, l'esprit doit regarder l'esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment ça fonctionne quand on essaie de faire ça? Tout d'abord, il y a des gens, par exemple, comme William James, un des fondateurs de la psychologie occidentale, qui se dit l'esprit, on peut rien y faire quasiment. Moi, j'ai essayé d'arrêter mes pensées. Au bout de 5 minutes, même pas, elles reprennent tout de suite. Ça ne marche pas. Bon, évidemment, c'est une conclusion un peu hâtive pour un ermite tibétain qui a passé 20 ans de sa vie à faire ça et précisément à voir qu'on pouvait acquérir une très grande maîtrise sur l'esprit. Mais c'est vrai que quand on essaye de calmer un peu nos pensées pour voir ce qu'il y a au fond de ces pensées, on a l'impression qu'elles augmentent, qu'il y en a encore plus. Ça bouffe. Alors en fait, ce n'est pas tellement qu'elles augmentent, c'est qu'on commence à se rendre compte, si vous voulez, de combien, effectivement, notre pensée discursive est active à tout moment. Alors là, on ne s'arrête pas, on continue. Alors on continue, et on essaie un peu, c'est comme une eau qu'on essaie de se décanter afin de pouvoir voir au travers de la transparence de l'eau. Alors, peu à peu, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la pensée est comme une sorte de cascade qui est constamment en ébullition. Et puis, si on s'entraîne un peu plus, ça devient comme un torrent de montagne qui a des passages un peu plus calmes et puis des bouillonnements, des chutes d'eau. Alors là, c'est, disons, quand il y a des alternances de calme et d'activité. Et puis, ça devient comme une rivière tranquille qui est parfois, disons, dans la surface est parfois troublée par des risées. Alors, c'est plutôt un moment où on est capable de rester dans un certain calme intérieur, mais qu'au contact des objets extérieurs, à ce moment-là, de nouveau, des pensées surgissent. Et puis, de façon ultime, ça devient comme un océan, qui peut y avoir quelques vagues en surface, mais la profondeur de l'océan reste toujours calme. Alors, ce n'est pas un but en soi. L'idée, ce n'est pas simplement de stopper les pensées, ça ne servira à rien, et puis de toute façon, c'est impossible. Mais... Oui, il faut préciser qu'on ne bloque pas les pensées. Non, non. D'abord, ça ne marche pas. Si vous essayez de bloquer une source dans un pré, vous mettez un caillou, une planche de bois, ça sera toujours la pression de l'eau sera toujours plus forte. Mais il faut quand même arriver, pendant un certain temps, à calmer le flot de ses pensées. Pourquoi? Ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas pour rester dans une sorte de béatitude, une sorte confortable, disons. Mais c'est pour pouvoir mieux regarder la nature même de l'esprit. Et la regarder par une connaissance qui n'est plus seulement analytique, qui n'est plus seulement discursive ou linéaire, mais qui est d'une connaissance directe, ce qu'on peut appeler une connaissance contemplative. Et alors là, on s'aperçoit qu'on regarde cet esprit qui est à la fois la faculté de connaître son propre état ainsi que le monde des phénomènes, mais qui en même temps n'est pas, on ne peut pas l'isoler, il n'a pas une caractéristique particulière, il n'est ni rond, carré, il n'est pas diffus dans tout le corps, ni localisé soit dans le cerveau, soit dans le cœur.
Donc on s'aperçoit en fait que la pensée est finalement insaisissable. Et c'est ça donc la nature ultime de cette recherche, c'est de demeurer dans un état de contemplation, dans cet état de non-trouvé. Donc c'est cette union entre l'aspect conscient de la pensée et le fait que ce n'est pas une entité qu'on peut saisir. Vous parlez de conscience claire. Hein. Disons, c'est cette sorte d'état de connaissance disons, éveillée, de présence éveillée, qui n'implique pas nécessairement une pensée imaginative ou discursive, et qui en même temps est parfaitement claire dans le sens qu'elle est consciente de sa nature, de la nature des choses, de la nature de l'esprit et éventuellement de la nature des phénomènes. Alors, on peut dire ou on ne peut pas dire que l'esprit regarde l'esprit? Voilà, c'est un vieux débat. De façon, d'un point de vue de la logique ultime, disons, si on considérait que l'esprit est une entité, à ce moment-là, il ne peut pas se regarder de la même façon qu'un sabre ne peut pas se couper ou qu'un œil ne peut pas se regarder. Bon, sur le plan de la vérité conventionnelle, bien sûr, on peut regarder la pensée. Ça, c'est un fait d'observation. Et donc, en fait, le point ultime de regard de la nature de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui regarde quelque chose, c'est demeurer dans un état d'éveil, de conscience claire, de présence éveillée, sans que justement qu'il y ait cette notion de sujet et d'objet. Ça, c'est le point final de la méditation. Alors, on parle aussi de différents niveaux de conscience dans le bouddhisme. Le dernier niveau, enfin, je crois, trois grands niveaux de conscience. Et en gros, c'est ce qu'ont beaucoup discuté, par exemple, le Dalai Lama, quand il a rencontré des neurophysiologistes. C'est ce que Francisco Varela appelle l'inscription corporelle de l'esprit. Bon, il est bien évident qu'on peut trouver des traces du fonctionnement de la conscience, de l'ensemble de son fonctionnement dans le cerveau. Ça, c'est ce à quoi s'attellent les scientifiques maintenant. Donc il n'y a pas, même s'il y a une conscience immatérielle comme on le pense dans le bouddhisme, elle a bien évidemment une trace pour chacun de ces mouvements, pour chacun de ces transformations, une trace physique. Donc comment se fait cette jonction? Alors là, on dit qu'il y a donc une pensée grossière qui est celle des mécanismes neurophysiologiques ou électrico-chimiques qui se font dans le cerveau entre les neurones. Il y a une conscience plus subtile qui fait encore en quelque sorte le lien avec les énergies vitales du corps. Et puis, on parle d'une conscience très subtile, qui est une conscience immatérielle, qui, selon le bouddhisme, est celle qui se perpétue, non pas comme une entité, mais comme un flot, comme une fonction, comme une continuité après la mort, c'est-à-dire quand il n'y a plus le support physique de ce corps, et qui trouvera une autre inscription corporelle dans un nouvel état d'existence. Bon, ça, c'est ce que dit la métaphysique bouddhiste. Alors, en même temps, il y a un point important aussi, c'est que la conscience agit sur le corps et que le corps agit sur la conscience, d'où aussi certaines pratiques. Alors exactement, donc ce qu'on appelle les énergies du corps, on dit que chaque transformation au niveau du corps, notamment au niveau du cerveau, peut déclencher des pensées. De la même façon que la conscience peut, disons, notamment la faculté de choix, ce qu'on peut appeler la liberté de décision, ou le libre arbitre sur un terme plus ancien, c'est à ce moment-là cette conscience très subtile qui donne en quelque sorte des ordres au corps d'agir de façon ou d'une autre. Parce que si c'était uniquement des mécanismes, disons, chimiques, à ce moment-là, on se demanderait pour quelle raison est-ce que dans un état, disons, d'équilibre ou d'indifférence, on se déciderait pour quelque chose plutôt qu'une autre chose. À ce moment-là, il faudrait que ça soit un coup de dé, soit au contraire que toutes les réactions chimiques soient entièrement programmées de sorte qu'il n'y ait plus du tout de possibilité de choix. Donc je crois que l'idée d'une volonté, de pouvoir exercer une volonté, de faire un choix, c'est une des raisons, une des indications, disons, logiques, pas sur l'expérience contemplative, qui peut donner une expérience directe de la conscience, mais c'est une explication logique, en fait, qui doit avoir quand même une conscience qui est autre que simplement ces mécanismes chimiques. Donc on parle quand même de libre arbitre ou de liberté de choix dans le bouddhisme, parce que certaines personnes pensent que la notion de karma ou le fait qu'une action entraîne une réaction enlève quelque part cette... Non, si vous voulez, la notion d'action qui entraîne une réaction, c'est que nous sommes le présent, le résultat du passé. Ça, c'est indéniable. Si vous semez des graines, elles mûrissent et vous récoltez ce que vous avez semé. Mais maintenant, le présent est entièrement entre nos mains. Si on veut à la droite ou à gauche ou monter ou descendre, c'est à nous de décider. Donc, la façon dont on va diriger le flot de notre esprit, justement vers quelque chose de constructif ou vers quelque chose de destructeur, si on va essayer de transformer ce flot, le flot de cette conscience, ça, on est entièrement libre de le faire. C'est précisément ça la clé de la compréhension du karma. On est le fruit du passé, le futur, c'est à nous de le décider, c'est un point de vue. Et dans le moment présent, c'est une notion aussi qui est très importante. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que
si on veut comprendre la nature de l'esprit, si vous voulez, les pensées futures n'existent plus, pardon, les pensées passées n'existent plus, les futurs n'ont pas surgi encore, donc si on veut voir quelle est la nature de l'esprit, il faut regarder le moment présent. Et c'est là où on s'aperçoit aussi que le moment présent est insaisissable. Donc c'est ça qui fait qu'on fait penser que cette pensée n'est pas non plus une entité permanente qui se maintiendrait au fil du flot de la conscience. Alors, quand vous parlez du travail de l'esprit, vous dites que la maîtrise de soi est importante, mais pas suffisante. Non, ce que je veux dire, c'est que calmer simplement les pensées, ça ne suffit pas. On risque de stagner dans une sorte précisément d'indifférence. Alors que c'est simplement un moyen d'y voir plus clair quant à la nature de la pensée. Maintenant, quand on a compris la nature de la pensée, à ce moment-là, on n'est plus l'esclave de nos pensées. Si par exemple vous avez une pensée de haine ou de colère qui est extrêmement puissante, qui fait comme un nœud dans la poitrine et qui nous pousse à agir, à dire des mots qui vont faire souffrir autrui ou même à une action qui serait de créer vraiment, de causer du tort à autrui. Et simplement, pourquoi est-ce que généralement la haine s'exprime en actes et en paroles? C'est parce qu'on a perdu de vue que c'est une petite pensée qui n'était rien au départ, puis peu à peu qui a grandi, qui s'est solidifiée. Et en fin de compte, la force contraignante qu'elle a, c'est uniquement nous qui lui avons donné en fait ce pouvoir. Si on regarde bien cette pensée de colère au moment où elle survient, on s'aperçoit qu'elle est impalpable, qu'on ne peut pas. Le plus on la regarde, le plus elle disparaît. Et c'est une façon, ce qu'on appelle libérer les pensées, c'est-à-dire de s'apercevoir qu'en fait, elles n'ont pas la solidité qu'on leur prête, et que si on veut bien se donner la peine de les regarder, elles disparaissent. Comme un dessin qu'on trace à la surface de l'eau, si vous tracez la lettre A, au moment où vous faites la deuxième partie du A, la première a disparu. À ce moment-là, on dit aussi c'est comme un oiseau qui passe dans le ciel sans laisser de sillage. Les pensées vont survenir, mais elles ne vont plus nous asservir. Et ça, c'est ça la définition même de la liberté. Alors, en même temps, en Occident, quand on parle de science moderne, on parle aussi des dérives et des excès de cette science. Est-ce que l'on retrouve les mêmes risques avec la science contemplative? On retrouve des risques, disons, oui, effectivement, de déviation parce que, évidemment, on a beaucoup moins, a priori, de garde-fous extérieurs. On ne mesure pas ça par des nombres, donc on mesure ça par la qualité et l'authenticité d'une expérience. Et c'est là que le rôle du maître spirituel est important, car au fil de cette recherche contemplative où l'esprit regarde l'esprit, comment il fonctionne, comment les pensées surgissent, il est important de relater ces expériences à quelqu'un qui a une expérience plus profonde que la nôtre, afin de confronter ces deux expériences et de voir si on n'est pas parti simplement dans l'imagination pure. Donc c'est là que le rôle d'un guide spirituel est très important. Merci. Alors, pour conclure, nous vous conseillons 2 livres de Sa Sainteté le Dalai Lama, Passerelle. Ce sont des entretiens entre le Dalai Lama et des chercheurs de niveau international. Il est publié chez Albin. Mathieu, vous voulez dire un mot? Justement, mon ami Francisco Varela, qui a fait ce livre avec le Dalai Lama, est en train de publier un nouveau livre qui est passionnant, qu'il pense être le meilleur livre d'entretien avec le Dalai Lama, qui va s'appeler, je crois, Rêve, sommeil profond et mort, et qui paraîtra aussi aux éditions Mille bientôt. Et qui concerne toujours ce sujet. Donc, voilà. Voilà. Et vous pouvez également vous procurer Pratique de la voie spirituelle, publié par les éditions Trismégiste. Merci de nous avoir suivis. Voici l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire, UBF, boîte postale 240 étoiles. 75 770 Paris, CEDEX 16. Vous pouvez également nous contacter par le Minitel en tapant le 3615 code de France 2. Prochain rendez-vous dimanche prochain, même horaire, même antenne. Nous vous souhaitons à tous un excellent week-end.